Dans le podcast de cette semaine, on va pelleter des nuages en se demandant ce que veut dire mal vieillir et en s'intéressant aux jeux inspirés des tests psy. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et je vous souhaite une excellente année 2026. Et je te souhaite aussi, Christian Lemay, une excellente année 2026. Merci, bonne année Paul Gara et bonne année à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Bon, une fois de plus, comme on est vachement en avance, en vrai on n'est pas du tout en 2026, mais faut pas le dire. Ah, peu de choses, quelques semaines. On n'ira pas s'obstiner pour quelques semaines. Non. Qu'est-ce que ça change dans la vie, quelques semaines? Ça change que je serai débarrassée de mon calvaire 2025. Tu sais ce que c'est ? Je vais te le montrer. Mais les auditeurs et auditrices le savent déjà parce qu'ils auront écouté la rétrospective à ce moment-là. Ça. Tu vois ce que c'est ou pas ? C'était un calendrier. C'était le calendrier jeu de rôle 2025 et je peux te dire que je n'achèterai pas le calendrier jeu de rôle 2026. Ah. Est-ce que tu t'es imposé de rejouer à un truc par principe et puis finalement c'était une mauvaise idée? 364 fois, mon pote, j'ai rejoué à ce truc. Voilà. Donc la première fois, j'y ai joué, puis après 364 RIP. Ouais, ça va. Ça allait parce que ça durait 30 secondes. Allez. 2026, on part sur des meilleures bases. On fera pas de trucs inutiles. Mais on va toujours pelleter des nuages, oui? Oh oui, parce que... Comme le veut la formule, c'est bien parce que c'est inutile que c'est nécessaire, ou je sais plus. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Indispensable. Ouais. Indispensable, merci. Exactement, voilà. Et tu nous rappelles ce que c'est, pelleter des nuages, pour qu'on se rappelle pourquoi c'est inutile mais indispensable? Oui, mais là, je sais plus comment varier les mêmes mots, donc ça va sûrement ressembler à la dernière fois, mais je sais que c'est important dans un podcast, parce qu'il y a des gens pour qui c'est probablement la première fois qu'ils l'entendent. Donc, je me lance avec toute la meilleure foi du monde dont je suis capable, c'est-à-dire assez peu. Pelleter des nuages, c'est cette chronique, c'est cet épisode qui est à peu près mensuel où toi et moi, nous faisons une chronique chacun sur un sujet qui porte évidemment sur le jeu de société, mais où on le traite comme si nous étions des intellectuels, cette race de monde si étrange, comme si nous étions à l'université et qu'il fallait faire un travail de session. Non pas sur est-ce que j'ai aimé ce jeu ou est-ce que je ne l'ai pas aimé ou voici les 10 jeux immanquables de la semaine, mais plutôt se poser des questions un peu plus dans les nuages, comme on aime bien dire. Ouais. Métaphysique, voilà. Voilà, exactement. Et on a coutume que tu commences. Mm-hmm. C'est toi qui lances les hostilités. Et ensuite, ce sera ma chronique. C'est bon. Alors, de quoi tu nous parles? Chronique numéro 12. Mal vieillir. Ouf. Paul Gara, combien de fois, à notre âge vénérable, le vénérable n'était pas écrit, mais bon, je l'ajoute spontanément, n'avons-nous pas entendu ou prononcé nous-mêmes les mots « ça a mal vieilli » en parlant d'un film, d'une œuvre visuelle, d'un jeu, voire d'une ancienne flamme que l'on croise à l'occasion de retrouvailles de notre école secondaire? Alors, pour la petite histoire, un jour, au bébé nageur, je suis tombée sur mon amoureux de 6e et je me suis dit que les hasards de la vie faisaient bien les choses parce que j'ai trouvé qu'il faisait beaucoup plus vieux que moi. Et pas dans le bon sens du terme, donc... Pas en sagesse, autrement. Alors, pour ma part, j'ai toujours été intéressé par les vieilles affaires. Est-ce à dire que plus le temps passe, plus je me trouve intéressant? Je sais pas, mais bon. La notion de mal vieillir m'interpelle parce que je côtoie volontairement des œuvres qui datent. J'ai étudié la littérature, donc j'ai lu plusieurs vieux livres et je regarde régulièrement des vieux films avec mes enfants. ont défilé les Goonies, les Mighty Ducks. Comment ça s'appelle chez vous, le film avec Emilio Estevez, où est-ce qu'il joue au hockey au Minnesota? Je crois que c'est Les Petits Champions. Les Petits Champions. Donc, ici, Jeux de puissance ou Mighty Ducks, voilà. Nous avons vu Les Dents de la Mer, les premiers dessins animés de Mickey, dont Steamboat Willie, des Charlie Chaplin, Amélie Poulain, Psychose d'Hitchcock, Cours la cour et même des extraits de Le Bon, la Brute et Le Truand.
Donc, un peu par nostalgie, tout ça, j'en conviens, mais également parce que j'ai envie de leur construire une culture cinématographique et d'élargir un peu leur goût. J'aime jouer à des jeux qui ont constitué des points d'inflexion, qui ont révolutionné l'histoire ludique, qui ont transformé notre horizon d'attente. Acquire, Dimaher, Cosmic Encounter et autres vieilleries. Parce qu'à ne consommer que des productions d'une époque, on s'enferme un peu, alors ouvrons un peu les fenêtres pour donner de l'air frais à nos cerveaux. À la suite du premier épisode de Oldies but Goldies, avec Pénélope. Un excellent podcast. Un excellent podcast, enfin une chronique dans un excellent podcast. Et de la recommandation de Pénélope, je me suis procuré un exemplaire de Winner's Circle extrêmement défraîchi, parce qu'il datait de 2005. Et là, c'est cet été, en 2025, que je me suis procuré. Je l'ai trouvé par hasard dans mes vacances à moitié prix dans une librairie gaspésienne. Et je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas que la boîte dont la couverture était passée, mais littéralement du vert au bleu à force de trôner dans la vitrine, qui était défraîchie. Et je vous explique pourquoi il n'y avait pas juste la boîte qui était défraîchie un peu plus loin. Donc tout le monde semble s'entendre sur ce que ça signifie mal vieillir, mais je n'en ai pourtant jamais lu de définition. Et la chose me semble plus complexe et surtout révélatrice de nous-mêmes qu'il n'y paraît au premier abord. Je te propose donc un voyage exploratoire de cette notion. Donc, j'y vais d'abord d'une définition personnelle un peu naïve. Mal vieillir signifierait qu'une œuvre, un film par exemple, n'est plus aussi efficace, ne procure plus les mêmes émotions. Sa réception s'est transformée négativement. Elle peut être passée d'excellente à bonne ou de bonne à mauvaise et toutes les variations sur le même thème. De façon générale, plus une œuvre a de l'âge, plus elle a de chances, 1, d'avoir mal vieilli, et 2, que le vieillissement soit prononcé. Par exemple, sur BoardGameGeek.com, la moyenne des notes d'un jeu tend à baisser avec le temps, ce qui signifie que plus le temps passe, moins les notes qui sont ajoutées par les utilisateurs de ce site sont bonnes. Mal vieillir, nous pouvons le suivre en direct lorsque nous avons apprécié nous-mêmes l'œuvre à sa sortie et que nous la revisitons des années plus tard. Puis on peut le vivre un peu indirectement lorsque nous consommons pour la première fois une œuvre déjà âgée. Je vous donne quelques exemples cinématographiques encore. Donc, typiquement, le rythme d'un vieux film va souvent nous sembler trop lent. Et je vous invite à revoir, par exemple, Devine qui vient dîner, Guess Who's Coming, un film des années 60, je crois, je peux aller vérifier. Ou Marie un je ne sais quoi. Est-ce que c'est comme ça que ça s'appelait avec vous? Avec Cameron Diaz et Ben Stillers? Marie à tout prix? Oh, There's Something About... Marie à tout prix. Peut-être There's Something About Mary. Voilà. Avec Matt Dillon aussi. Oui, que j'ai revu cet été et qui était beaucoup moins rythmé que dans ma mémoire. J'attendais les gags avec impatience. Les scènes d'action sont moins captivantes. C'est un autre signe une autre façon qui fait qu'un film peut mal vieillir. Moins prenante, moins éblouissante. Je vous invite à visionner la fusillade dans le bar de Marion, au Népal, au tout début d'Indiana Jones et l'Arche perdue. Disons que ça manque de souffle et qu'on se demande comment deux personnages qui sont séparés par 3 mètres et qui se tirent du fusil peuvent se manquer en bougeant aussi lentement. Ça n'enlève rien au film, mais disons que cette scène d'action souffre un peu. Les gags peuvent ne plus nous faire pouffer de rire. Les effets spéciaux peuvent nous paraître ridicules, maladroits, grossiers, au sens de rudimentaires. Prenons les monstres en stop motion de Jason et les Argonautes de 1963 ou même Le Choc des Titans de 1981, un film qui a peut-être bercé ton enfance. Ah, je t'interdis de dire ça. Ces films restent extraordinaires. Oui. Et ils sont... Mais ils ont mal vieilli, enfin, aux yeux de plusieurs. Pas du tout. Non, d'accord. Pas du tout. Jason et les Argonautes, ça n'a pas mal vieilli. Je t'interdis de dire ça. Donc, la représentation du monde aussi peut choquer nos valeurs. Par exemple, dans les années 1990, un personnage homosexuel était toujours caricaturalement efféminé. Voilà, ça a mal vieilli, ce genre de choses, heureusement. Donc, mal vieillir peut se manifester dans des aspects qui n'ont rien à voir entre eux, soit une prouesse technologique, une représentation idéologique ou une chorégraphie. Mal vieillir dans le monde du jeu de société peut concerner l'aspect moral ou éthique à travers les univers proposés. Par exemple, on ne tolère plus le thème de la colonisation et les colons de Catan s'appellent maintenant Catan seulement. Days of Wonder a dû retirer les esclaves comme ressource du jeu Five Tribes en 2014 pour passer aux États-Unis, alors que ça ne choquait personne dans Mare Nostrum en 2003, à peine 11 ans plus tôt.
Mais quand on dit qu'un jeu a mal vieilli, on pense plutôt à ses mécanismes, ses mathématiques. Ben oui, ma marotte, toujours, j'y reviens. Certains mécanismes trahissent leur âge, dit-on. Et Richard Garfield, l'auteur de Magic et King of Tokyo, en répertorie plusieurs, tout en tentant de les défendre de façon plus ou moins convaincante à mon humble avis, mais là n'est pas le sujet de l'article, le sujet de ma chronique. Mais vous pouvez aller voir sur Board Game Geek en octobre 2025, il se porte à la défense de plusieurs mécanismes qui trahissent leur âge. Mentionnons l'élimination de joueuses, une longue durée de partie, le temps d'attente entre les tours, le downtime, ou le manque d'équilibrage entre différents pouvoirs. Des défauts, et entendez bien les guillemets encadrant le mot défaut, que l'on pouvait se permettre à une autre époque et qu'aujourd'hui nous avons le bon goût, et entendez les guillemets alentour de bon goût, nous avons le bon goût d'éviter de gommer. Mal vieillir en jeu de société résulte souvent d'un constat « on fait mieux maintenant ». Là, si on fait mieux aujourd'hui, ça implique donc qu'il y a mieux et que certaines œuvres sont objectivement meilleures que d'autres. Et là, c'est déjà tout un débat. C'est le choc entre d'un côté le subjectivisme, le relativisme esthétique, et d'un autre un certain objectivisme, un universalisme esthétique. Et moi, j'ai un pied de chaque côté. Les arguments qui vont en faveur du subjectivisme semblent évidents. La beauté est dans le regard et sur quels critères objectifs définir le beau? Point d'interrogation. En même temps, je peux vous trouver des jeux qui sont meilleurs que d'autres. Point. Et là, je sais que vous n'êtes pas satisfait, donc je vais continuer. On attend un classement, là. On attend que tu balances Tu balances, là. Oh. On veut du croustillant. Je vais y aller de façon plus sécuritaire, quand même. Oui, je vois que tu t'es... Quel courage, monsieur Levet. Je sais que vous m'attendez avec une brique et un fanal, et je suppose que ça se dit pas chez vous, ça. Peut-être avec des plumes et du goudron, je ne sais pas. Voilà. Avec une brique et un fanal, les plumes et le goudron, tout ça fonctionne. OK. Donc, imaginons une variante des échecs où réussir un mat, donc mettre en échec le roi adverse, rapporterait un point de victoire et qu'ensuite, chaque joueur lance un D6 et on ajoute autant de points que le résultat au dé. Donc, ça demeure encore un jeu. Rien ne m'empêche de le commercialiser demain matin. Et ce jeu que je viens de créer est moins bon, est foutrement moins bon que les échecs points ou que l'autre jeu. Et ne venez pas me dire que ce jeu n'existe pas. J'y ai joué hier soir avec ma fille. Donc, le jeu existe et il est moins bon que les échecs. Ben, je suis persuadé que ceux qui viendront me faire chier en me prenant sa défense sont juste de mauvaise foi. Vous me trouvez trop extrême? Bon, alors, tu te souviens peut-être, Paul Gara, de Tumbling Dice dont j'ai parlé le mois dernier. C'est un de mes jeux préférés. À tour de rôle, on lance des dés sur un plateau qui est en forme d'escalier. Il y a 4 marches. Et plus le dé atterrit sur une marche qui est basse, donc plus il va loin, plus il rapporte de points. Donc, sur la marche numéro 2, par exemple, on multiplie notre dé par 2. Et ça nous rapporte, donc s'il tombe sur le 4, ça rapporte 8 points. Et sur la marche numéro 4, on multiplie par 4. Donc, il y a intérêt à lancer plus fort pour tomber plus loin, mais si on lance trop fort, notre dé quittera le plateau et ne rapportera rien. Je suis presque convaincu qu'il n'existe aucun multivers où inverser les valeurs, c'est-à-dire multiplier par 4 la marche la plus haute, la plus facile à atteindre, puis multiplier par 1 seulement la dernière marche, la plus difficile à atteindre, sera plus apprécié. Donc, ce jeu que je viens encore d'inventer est moins bon que le jeu qui a été commercialisé. Donc, il existe bel et bien des jeux meilleurs que d'autres. OK. Fin de la chronique. Non, ce débat nous éloigne de notre sujet principal. Nous faisons fausse route en attaquant... J'allais te le dire. Quel est le rapport avec mal vieillir, là? Déjà, je pense que c'est un petit détour quand même parce que il faut se poser la question, si des jeux vieillissent mal, c'est que certains sont meilleurs que d'autres. Et donc, il faut s'entendre sur cette base. Ouais. C'était ça merci de me ramener à l'ordre. Donc, ce débat nous éloigne du sujet principal. Nous faisons fausse route en attaquant l'œuvre qui aurait mal vieilli. Parce que, contrairement à nos amourettes d'adolescents, les jeux et les films ne changent pas. Sauf quand George Lucas décide de bousiller ses films avec des effets spéciaux plutôt discutables. Pas une ligne de dialogue n'a été modifiée dans Citizen Kane depuis 1941, et pas un jet de dés n'a été altéré dans Winner's Circle depuis 2005. C'est nous qui avons changé. Il s'est passé quelque chose qui a modifié notre horizon d'attente. Et je vous donne des exemples.
Donc, ce que j'ai appelé des modifiants ludiques. Quel terme étrange. Donc, la parution d'autres jeux nous a transformés. Par exemple, Hot Streak, le jeu de l'auteur John Perry, paru chez CMYK en 2025, offre une meilleure expérience que son prédécesseur, Winner's Circle. Là, je dis prédécesseur, les deux jeux sont liés en rien, ils n'ont pas le même éditeur, pas le même auteur, rien, mais je vous explique. Hot Streak fait mal paraître Winner's Circle, ça le vieillit à nos yeux. Je me permets de les comparer car les deux opus occupent exactement la même case ludique dans leurs intentions et dans leur réalisation. On trouve rarement deux jeux aussi similaires et c'est pourquoi il est possible de les comparer. Comme on dit au Québec, il faut comparer des pommes avec des pommes. Donc, ce sont deux jeux de paris, un certain nombre de protagonistes, 7 chevaux dans Winner's Circle et 4 mascottes dans Hot Streak, feront exactement 3 courses et les joueurs parient à savoir qui se classera parmi les 3 premiers. Les joueuses ont un mince contrôle sur le résultat de la course, mais elles en ont un quand même, et doivent plutôt prévoir à partir d'informations partielles et publiques qui va terminer en premier, en deuxième, en troisième. On double les gains de la troisième et dernière course dans les deux jeux, et la complexité des règles s'élève à peu près au même niveau et la durée est similaire. Des deux, Hot Streak l'emporte avec une longueur d'avance très grande. Parce que le rythme est meilleur, les choix sont plus simples, plus significatifs, plus intéressants. Là où Winner's Circle manque de progression, se répète, s'étire, la résolution des courses traîne en longueur plus qu'il ne devrait. Hot Streak, au contraire, file à vive allure. Je sais, des auditrices ici me contrediront et prendront le parti de Winner's Circle. J'ai très peur de la réplique de Pénélope. Et là, je vais faire un truc d'une arrogance incroyable, mais je pense que ça va se faire surtout par défi, esprit d'opposition, de contradiction, par nostalgie peut-être, parce qu'ils associent Winner's Circle à des souvenirs précieux, voire identité. Et quand on attaque quelque chose qu'on aime, on a l'impression de se faire attaquer soi-même. Quand on attaque nos goûts, je pense qu'il y a quelqu'un que tu connais qui a déjà dit cette phrase. Est-ce que tu peux me la répéter? Oui, c'est que les goûts se confondent. On confond nos goûts et la personne qu'on est en réalité, et que nos goûts nous définissent plus que ce qu'on est, et que en fait, et d'ailleurs, et c'est même surtout on a du dégoût pour le goût des autres. C'est des gens à qui on ne veut pas ressembler, en fait. Donc, de la même manière, si t'attaques mes goûts, c'est comme si tu m'attaquais personnellement. C'est comme si on attaquait, c'est notre identité qu'on attaque. On n'aime pas ça. C'est toute la théorie de la distinction chez Bourdieu. Mais je fais le pari, impossible à vérifier évidemment, mais que si ces joueuses et ces joueurs qui découvraient aujourd'hui pour la première fois les deux jeux en même temps, ben ils choisiraient Hot Streak. Et je le dis un peu en riant, conscient de la bêtise, de la prétention et de l'arrogance de ce que je viens d'avancer, mais j'en suis quand même convaincu. Bref, tout ça pour dire que jouer à Hot Streak m'a transformé moi, a déplacé mon horizon d'attente, faisant en sorte que quand j'ai joué à Winner's Circle pour la première fois cet été, ben il m'a paru drôlement mou du genou, alors qu'il demeure le même bon jeu qu'il était en 2005, il n'a pas changé. Il y a des modificateurs externes aussi au milieu du jeu de société. À mon humble avis, puis là vous venez de constater à quel point je pouvais faire preuve d'humilité dans mes avis. Oui, c'est de l'ironie envers ma personne, je fais preuve aussi de beaucoup d'autodérision. Donc à mon humble avis, Aventurier du Rail, la locomotive de Days of Wonder, pardonnez le jeu de mots, constituait le jeu familial parfait à sa sortie en 2004. Niveau de complexité, durée, nombre de joueurs, part de hasard, interaction négative limitée, rythme, tout concordait avec le public cible de 2004. Et puis, comme le font toutes les sociétés, ben la nôtre s'est transformée. Et cette modification de notre société a fait en sorte que le chef-d'œuvre d'Alan Moon ne correspond plus tout à fait à l'idéal du jeu familial, à mon humble avis, encore une fois. Ça reste un bon jeu, ça reste un truc que je pense qu'on devrait essayer en famille, mais il n'est plus le jeu familial idéal. Pourquoi? Ben, notre société s'est transformée parce qu'il y a eu une multiplication dans les 20 dernières années de l'offre de divertissement, l'arrivée des réseaux sociaux, des téléphones cellulaires, smartphones, vous dites, et autres écrans portatifs comme l'iPad, la multiplication des chaînes de diffusion en continu, autant télévisuel que musical, pensons à Netflix, YouTube, Twitch, Spotify. Et j'émets l'hypothèse que ces nouvelles technologies et ces changements sociaux ont, bon, c'est pas tellement une hypothèse, ça a été démontré, je pense que ça a diminué notre capacité d'attention, notre quantité de temps libre, notre patience. Et peut-être même notre réflexe de nous rassembler en famille. Aujourd'hui, chacun s'isole avec sa propre tablette et ses écouteurs, alors que dans mon enfance,
on avait une seule télévision, il fallait donc s'entendre sur un même produit, une même émission à consommer. Et par conséquent, Les Aventuriers du Rail nous paraît, je pense, trop long aujourd'hui. Nous ne disposons plus de 90 minutes pour un jeu de société, alors que cette durée s'inscrivait dans la normalité au début des années 2000. Et la sortie des formats express de cette gamme, parce que normalement, Les Aventuriers du Rail, c'était sur un pays, et là, il y a une version express qui porte sur une ville seulement, Londres, Paris, San Francisco, etc., et qui se joue en 20 minutes, et appuie mon propos, parce que cette gamme-là, elle fonctionne bien, et je pense que c'est pour ça qu'ils sont allés miser sur des versions plus courtes. Et j'en déduis que la fonction même d'un jeu de société dans l'économie et l'organisation familiale s'est transformée au cours des 20 dernières années. Elle est passée de écouler du temps ensemble à autre chose qui ressemblerait à passer un moment ensemble. Mais c'est plus la même chose. Un moment qui n'a pas besoin de durer. Avant de conclure, j'aimerais aborder un sujet connexe. Si certains jeux vieillissent mal, est-ce que d'autres vieillissent bien? Ça peut à nouveau signifier deux choses. Un, qu'un jeu génère encore et toujours les mêmes agréables sensations malgré le temps qui passe et notre horizon d'attente qui se modifie. Je songe à des jeux comme El Grande, Puerto Rico, le Croquinole et le Go. Je cherche des reproches à leur faire à ces jeux. Ces jeux qui vieillissent le mieux sont ceux qui conservent leur fraîcheur. Deuxième chose, que la réception critique d'un jeu s'améliore avec le temps. Comme je viens de me fendre d'une chronique de 2000 mots pour vous expliquer que ce ne sont pas les jeux qui changent, mais nous, je vais vous raconter une expérience personnelle qui, au passage, exposera mon incompétence à juger des jeux. J'ai joué pour la première fois à Carcassonne vers 2004 ou 2005. J'ai apprécié mes premières parties, puis après en avoir rejoué quelques-unes, mon appétence pour ce jeu a faibli. Je le trouvais trop hasardeux, chaotique, et même avec la variante d'avoir une main de 3 tuiles, mais ce qui ralentit le jeu au final sans lui donner plus de nerfs ou réduire significativement la part de hasard, oubliez cette variante, s'il vous plaît. Ouais, je confirme. Puis voilà, 3 ans environ, je m'y suis replongé et j'en ai découvert les qualités. Et depuis, j'y joue régulièrement avec un plaisir croissant. Aujourd'hui, je vois en quoi j'ai changé. En 2006, j'étais un grand fan de Caylus, d'un jeu de placement d'ouvriers sans hasard. J'ai dû faire preuve de snobisme à l'époque et regarder de haut Carcassonne, un jeu de pose de tuiles récipiendaire du Spiel des Jahres en 2001. Mes attentes en tant que joueur se sont élargies dans les 20 dernières années. Mais surtout, en y rejoignant, j'ai enfin perdu toute la profondeur du jeu dans le parasitage des villes adverses, dans l'occupation des champs et la gestion de mon stock de meeples. Le fait que je suis un meilleur joueur de jeux stratégie, parce que j'en ai quand même consommé plusieurs dans les 20 dernières années, fait que je peux percevoir les subtilités que je ne voyais pas au début. Je suis devenu un meilleur joueur, ce qui m'a permis d'aimer davantage ce jeu. Conclusion. Avec nos biais cognitifs, autocomplaisance, dissonance cognitive, angle mort, nous avons souvent tendance à blâmer les autres plutôt que de reconnaître nos torts. Et il me semble qu'employer l'expression « mal vieillir » correspond exactement à ce genre de comportement. Un peu comme j'affirmais dans une chronique passée que ce jeu raconte une histoire était un abus de langage, je proposerais de remplacer cette œuvre à mal vieilli par « on faisait les choses différemment à l'époque » ou, encore mieux, de nommer précisément en quoi nous avons changé depuis l'époque où l'œuvre a été créée, où l'œuvre a été produite, parce qu'on se souvient que elle n'a pas changé, elle. Plutôt que d'écarter, mépriser, balayer du revers de la main des œuvres autrefois significatives qui ont mal vieilli, je vous invite plutôt d'y voir une formidable occasion d'apprendre. 1. Constater en quoi nous avons changé, individuellement et collectivement, et en passant par quel chemin. Je ne suis plus le même petit garçon qui est allé voir Rambo 3 à l'âge de 8 ans avec son papa au cinéma et qui avait beaucoup aimé le film à l'époque. Comprendre le monde qui a engendré l'œuvre en question. Et ça, comprendre vers l'autre, aller vers l'altérité, ça me semble grandement bénéfique. Et du même coup, comprendre où se situait l'œuvre par rapport à sa propre époque. Était-elle en avance sur son temps ou déjà dépassée? Parce que, oui, c'est vrai, on ne peut pas tout pardonner non plus en mettant sur le dos de l'époque. Je vous donne un exemple politique canadien, québécois. John MacDonald, c'est le premier ministre canadien. Nous, on n'a pas de président. Le chef d'État, c'est le premier ministre. C'était un alcoolique notoire et au comportement totalement dépassé, raciste, même en regard de son époque. Parce que oui, on était raciste en 1867, au moment de la Confédération canadienne. On l'est encore aujourd'hui, peut-être un peu moins, ce qui serait une bonne chose. Mais lui, même pour son époque, il l'était plus. Il l'était que les autres. C'est maladroit, ça. Mais il l'était beaucoup.
Donc, ça m'amène à réfléchir sur d'autres choses. Vous connaissez mes dérapes. Quand on regarde un film où est-ce que le protagoniste voyage à une autre époque, que ce soit le passé, par exemple un truc genre Bienvenue à Pleasantville, ou dans le futur, dans Demolition Man avec Sylvester Stallone et Wesley Snipes, c'est toujours l'autre qui est con, et pas celui qui vient de notre époque. Celui qui vient de notre époque, qui se retrouve dans le passé ou dans le futur, il a toujours raison, et c'est les autres qui sont débiles. Mais ça me met bien mal à l'aise parce que c'est encore un signe que on trouve que les autres sont cons et nous, on est donc intelligents, on a donc raison. C'est les autres qui ont mal vieilli. Voilà. Merci, monsieur Lemay. Bon, je trouve que c'est amusant parce que cette chronique, elle fait aussi écho à une partie des discussions qu'on a eues le mois dernier sur l'humour. Mm-hmm. Parce que, on l'a dit, hein, typiquement, l'humour, c'est quelque chose dont on dit souvent que ça a mal vieilli. Mm-hmm. Et on dit que c'est même peut-être un des domaines dans lequel c'est le plus difficile en fait pour une œuvre, enfin en tout cas pour des gags ou des sketchs des films comiques, c'est peut-être plus difficile encore que pour d'autres de rester dans le temps parce que tu l'as dit, une œuvre elle est forcément le produit de l'époque dans laquelle elle sort et donc plus elle va refléter cette époque, plus elle va être contextuellement datée. Et cette datation, même en dehors même de la qualité intrinsèque de l'œuvre, lorsqu'on va la voir beaucoup plus tard, elle va nous paraître déconnectée de ce qu'on est. Parce que on peut dire ce qu'on veut et on peut toujours dire oui à l'époque ci, à l'époque ça. On appréhende une œuvre, on la comprend, on la ressent, on a des émotions, etc. Toujours en fonction de la personne qu'on est au moment où ça arrive, en fait. Enfin, c'est impossible. Bien sûr. On est le récepteur. En fait, le récepteur est partie prenante dans la réception. Il y a pas que juste l'intention de l'auteur ou de l'autrice dans une œuvre. On sait que celui qui reçoit a autant d'importance en réalité dans la compréhension. De mémoire, c'est une des grandes théories d'Umberto Eco, qui dit bien que il y a plusieurs niveaux en fait de messages et notamment il y a la façon dont la personne qui reçoit l'appréhende. Oui, effectivement, moi aussi je l'ai dit. On parle de mal vieillir, ça m'est déjà arrivé de dire ça. Et effectivement, la difficulté, c'est que qu'est-ce qui fait que quelque chose vieillit mal ou pas ? Je pense que en réalité, ce sont souvent des œuvres qui n'étaient pas formidables, qui n'étaient pas si bien que ça au moment où elles sont sorties. Et le temps passé ne leur a pas permis de s'améliorer. Parce qu'il y a toujours des chefs-d'œuvre qui sont intemporels. Quand tu dis le beau universel n'existe pas, c'est là où moi je partage pas cette opinion. D'un point de vue philosophique, je le partage pas du tout. Peut-être. Mais j'ai dit j'ai un pied de chaque côté et j'ai passé le plus long de l'explication à dire il y a des jeux qui sont meilleurs que d'autres. Voilà. Moi, je pense que je suis même de plus en plus du côté de l'universalisme et je pense que c'est justement ce qui fait la différence entre une œuvre dont on dit qu'elle n'a pas mal vieilli, ce sont les chefs-d'œuvre en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est ce qu'on aime se raconter, mais ce que j'ai compris aussi, c'est la première chose qu'on nous enseignait quand je suis rentré dans mes études en littérature, c'est que les œuvres qui vieillissent, ce sont elles que l'institution littéraire a choisi de conserver, mais ça n'a pas de lien avec les qualités intrinsèques de l'œuvre. Alors, ok, il y a forcément un prisme qui est lié au contexte culturel, à la culture dominante, qui fait que telle œuvre va être privilégiée. Des institutions, des profs. Mais déjà, on peut dire c'est que quand même il y a des œuvres qui ont été décriées totalement au moment de leur sortie et qui sont réhabilitées bien après. Enfin, on a je ne sais pas combien d'exemples dans le cinéma d'œuvres qui n'ont pas du tout été comprises. Et qui aujourd'hui sont considérés comme Blade Runner par exemple. Voilà. Ou même si tu vas, on peut reprendre l'exemple de la peinture, les impressionnistes. Quand il y a les premières expositions des impressionnistes, les critiques artistiques de peinture, etc. Trouvent ça vraiment, trouvent ça indigent en termes artistiques. Aujourd'hui, je pense que les peintres impressionnistes ont beaucoup plus marqué les esprits sont beaucoup plus restés dans l'imaginaire collectif, dans ce qui est de l'art, ce que sont des chefs-d'œuvre, que des peintres qui étaient beaucoup plus classiques de l'époque, qui eux ont complètement disparu. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas que mal vieilli. Mais pour quelle raison Parce qu'en fait, c'est la question. Qu'est-ce qui fait que, à un moment, le public
parce que c'est aussi ça lie aussi au public. Alors ça peut être une évolution. Parfois c'est quelques personnes qui vont réhabiliter une œuvre. Dans le cinéma, il y a beaucoup on en parlait en off, mais on parlait des critiques de l'époque de la Nouvelle Vague, donc qui étaient critiques au Cahiers du cinéma, qui sont devenus réalisateurs après. Ils ont notamment réhabilité des films américains qui étaient absolument pas considérés comme des chefs-d'œuvre, et ils ont vraiment milité pour. Et il y a eu un effet. Donc, moi, je vais dire un truc un peu con, mais il y a aussi un aspect totalement irrationnel sur ce qui va faire qu'une œuvre va passer le temps et va être intemporelle. Si ce n'est la seule explication qu'on peut lui trouver, puisqu'on va parler de personnes différentes, de contextes différents, d'époques différentes, de mœurs différentes, de valeurs sociales différentes. Qu'est-ce qui fait que ça va passer? C'est quand les émotions qui sont suscitées, elles sont intemporelles et elles demeurent inchangées. Quand tu disais, Puerto Rico... J'aimerais le croire, et j'ai envie de le croire, mais je sais qu'il y a plusieurs autres raisons qui font qu'une œuvre survit ou ne survit pas. Donc... Ouais, mais en fait, quelles seraient ces autres raisons? Enfin... Parce que l'institut, là, je vais parler de ce qu'on m'a appris il y a plus de 30 ans. Donc, toi, tu penses que tu penses que c'est carrément une volonté il y a une volonté politique? Institutionnelle? Non, mais pas nécessairement, pas que. Je veux dire, je veux bien croire que Molière a des qualités, mais il y a en plus, et je veux pas dire une volonté, mais parce que dans politique ou dans volonté, justement, il y a la notion de volonté, mais il y a des schèmes de reproduction de pouvoir d'abord, je veux dire, parce que voici les œuvres importantes, et donc c'est celles qu'il faut connaître, et donc tu ne peux pas acquérir un statut dans le monde littéraire si tu es à l'extérieur de ça ici. Donc, il y a des raisons institutionnelles. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des raisons institutionnelles et qu'il y a aussi des volontés d'une forme de... Je sais pas, le terme est sûrement très fort, mais un peu de propagande sur les œuvres qui sont, qui doivent, etc. Et d'ailleurs... Et là, juste pour faire réagir, on se fait chier en lisant Madame Bovary, c'est incroyable. Allez hop, on arrête cet enregistrement. J'ai lu Madame Bovary adolescente, j'ai adoré ce livre. Je l'ai relu à 30 ans, j'ai adoré ce livre. C'est fou que tu te sois fait chier. Mais après, je peux comprendre. J'aime beaucoup Balzac, mais Flaubert, cette Bovary, non merci. L'éducation sentimentale et ça l'embauche, je te concède que j'en ai un souvenir éprouvant. Mais Madame Bovary, on l'a quand même pas exagéré. Après, mais en fait, ce qui est vrai, et notamment on le voit dans le fait que pendant longtemps, et c'est quand même encore très majoritaire, je le vois quand même ayant des enfants qui sont scolarisés, je vois bien, on est super auto-centré. Par exemple, en France, le programme littérature tourne principalement autour d'œuvres françaises. Donc, bien sûr qu'il y a cette dimension qui est éminemment où il y a une forme de propagande institutionnelle. Maintenant, on a aussi tous les contre-exemples d'œuvres qui n'étaient pas importantes et qui ne le sont pas devenues par l'institution, en fait, par des voies institutionnelles, par autre chose. C'est là où j'aime à croire qu'il y a quand même, il est possible d'avoir des œuvres intemporelles, des œuvres qui sont tellement belles au sens esthétique qu'elles traverseront les âges. Et souvent celles qui ont mal vieilli, c'est celles qui sont bien, mais juste bien. Voire bon, après il y en a qui sont carrément nuls, tu vois. Mais bon. Mais je veux bien le croire. En fait, j'aimerais le croire. Il y a quelque chose qui me retient d'y aller totalement, de me lancer sans filet dans cette affirmation-là. Et je vais limiter mes affirmations principalement aux jeux de société parce que c'est le domaine que je maîtrise mieux que la littérature et où ça se vérifie mieux parce que je pense que mon exemple de Tumbling Dice où on inverserait les multiplicateurs sur les marches, on a un exemple où il est mathématiquement possible de prouver que ce jeu est meilleur que l'autre. Mais là, la différence, c'est que t'as presque des caractéristiques objectives, en fait. Ceci dit, j'ai pas lu l'article de Garfield que tu cites. Il est un peu maladroit, son article. Ah bon? Il m'a pas convaincu vraiment d'aimer des jeux qui durent... Ce qui est amusant, c'est que les points qui critiquent, en fait, je vais juste je vais refiler le conducteur pour être sûr de pas... Une longue durée de partie, l'élimination de joueuses, le downtime et l'inégalité entre les pouvoirs.
le downtime, en fait, je vais prendre le cas de l'élimination. Je vais pas les redescendre tous parce que je trouve que c'est assez intéressant. L'élimination de parties, c'est vrai que c'est quelque chose qui est très très mal vu aujourd'hui, quoi. Mm-hmm. Mais je me demande aussi si pour le jeu de société, c'est pas aussi parce qu'il y a une évolution du marché. Du goût des joueurs, des joueuses. Je sais pas si c'est tant le goût que l'élargissement, ou en tout cas le fantasme qu'on a du nouveau public, en fait, de ce que veut le nouveau public. Bon, c'est sûr que quand t'es éliminé au loup-garou en début de partie, t'as un peu perdu les 3 prochains quarts d'heure, quoi. Enfin, bon. Je me demande si c'est pas aussi ça, si c'est pas, il y a mais en même temps, moi, je vais le défendre parce que l'élimination de joueurs, parce que oui, on va se faire chier, surtout si qu'on joue, je sais pas moi, à un gros jeu de stratégie qui dure longtemps, à diplomatie, et que là, je suis éliminé, il reste 5 heures au jeu. Mais merde, qu'est-ce que c'est puissant, par contre, oui. Si je te menace de te faire éliminer, c'est comme pointer un fusil sur ta tempe, et là, l'émotion, elle est extrêmement intense. C'est là où je suis d'accord avec toi. Bien sûr que je comprends pourquoi on va dire une mécanique comme ça c'est daté et aujourd'hui on ferait plus ça parce que derrière, ok, effectivement c'est pas très c'est pas une façon de donner envie à des personnes qui ne jouent pas souvent de dire, mais tu vas pas non plus. Enfin, je pense que si le contrat il est clair dès le départ et que tout le monde autour de la table sait que ça peut arriver, c'est toujours pareil. Je pense que c'est une question de savoir pourquoi on est là et ce qu'on a envie de faire. Moi, je trouve ça assez culotté de faire des jeux comme ça, au contraire. Idem pour les... et les loups-garous fonctionnent toujours. Je veux dire, ils sont appréciés par des millions de jeunes enfants dans les cours d'école, ça joue, et en classe, et tout le temps. Et c'est parce qu'ils ont peur d'être éliminés, et c'est fort, c'est puissant. Et ce qui est fou, c'est que quand j'y ai joué il y a pas longtemps avec à l'anniversaire de ma fille, avec les enfants, bien sûr, ils m'ont éliminé tout de suite. J'étais la seule adulte. J'étais la seule adulte, donc tu vois, moi ça m'a arrangé parce que pendant ce temps-là, j'ai été faire autre chose. Je leur ai dit, mais non, on va pas faire une première nuit et on va éliminer quelqu'un tout de suite. J'aurais dit, on va faire la nuit, on va faire l'élection du maire, et ensuite on fera la nuit, il y aura une première élimination. Et ils me disaient pourquoi. Je leur dis, sinon, en fait, certains autour de la table vont jouer littéralement 30 secondes. Et eux, ils en avaient rien à foutre. Alors, forcément, bon, après, c'est moi qui ai été éliminé, mais pour eux, c'était absolument pas un enjeu, c'était à aucun moment problématique que ça leur tombe dessus d'être éliminé immédiatement. Donc, c'est pour ça que je te dis que je me demande s'il n'y a pas toujours aussi un fantasme de ce qui doit être bien pour les joueurs et joueuses. Et ça, j'en suis vraiment persuadée, versus ce que les gens, ils en font dans la réalité. Et sur les autres critères, il y en a un que je trouve hyper intéressant aussi, c'est le dernier, tu m'as dit les pouvoirs, non De manque d'équilibrage entre différents pouvoirs. Écoute, j'ai quand même eu la chance de discuter avec plusieurs auteurs quand même et autrices qui sont quand même un peu assez, on dirait assez carénés. On est d'accord. Quand tu leur demandes, ils te disent tous et toutes, oui, ok, mais en fait, nous, on aime des jeux avec des gros pouvoirs, on aime quand c'est violent, on aime que ce soit déséquilibré, au contraire, et voilà, ils te disent tout ça quelque part. Alors bien sûr, en fait, il y a un équilibre dans le déséquilibre. Mais t'as des jeux qui reviennent systématiquement dans des jeux qui sont appréciés, qui ont exactement ces défauts-là. Et c'est des jeux qui sont fondateurs pour tout le monde. Donc, c'est ça qui est fou, c'est que... Et parfois, les mêmes personnes font des jeux... font exactement l'inverse quand ils font le game design. Des jeux équilibrés qui sont sans intérêt. Et juste parce que là, quand ce sera diffusé, l'interview de Simone Luciani aura été diffusée. Et c'est exactement ce qu'il dit. Lui, il dit en tant que joueur, je m'en fous que ce soit équilibré, en fait. Maintenant, en tant que game designer, c'est un peu mon boulot parce que je sais que la plupart des gens, ils veulent que ce soit équilibré. Enfin, il le dit pas aussi. Mais la plupart des gens qui consomment ces jeux, qui jouent à ces jeux. Voilà. Mais tu vois, dans la liste de mécanismes maudits aujourd'hui, il y avait le roll and move, alors que il y a de quoi faire avec 2 exemples très simples. Le backgammon, qui est un jeu très intéressant, qui offre des choix très intéressants malgré son roll and move. Et le fameux That's Life de Michael Kisning et Wolfgang Kramer, qui est un jeu que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et il mentionne aussi Magical Athlete, auquel il a participé. Qui ressort. Qui sont des jeux très intéressants malgré leur roll and move. Qui ressort chez CMYK encore. Qui est l'éditeur qui a fait Hot Streak dont je parlais justement. Ouais, et donc c'est ça qui est amusant parce que effectivement c'est des choses qui sont critiquées d'un point de vue commercial et en même temps quand on en discute on s'aperçoit que non, ça peut être des choses très bien.
Est-ce que c'est forcément ça? En fait, j'ai presque envie de te dire que ça s'explique presque pas. C'est dur de trouver les raisons objectives de ce qui a mal vieilli ou pas. J'ai l'impression que... c'est nous qui vont changer, C'est pas que nous. C'est pas que nous. Je suis pas persuadée. Mais le jeu change pas, donc qu'est-ce qui change? Peut-être, nous, il y a une évolution. Oui, forcément, nous, on change et on n'a plus les mêmes attentes. Et pourtant, là, on parle de choses, tu vois, et on arrive à s'extasier dessus. Donc, c'est complètement paradoxal. Il y a pas vraiment de... J'ai l'impression que ça fait partie de ces choses où il n'y a pas vraiment d'explication rationnelle. Et la seule que je trouve, c'est la qualité intrinsèque de l'œuvre de départ, quoi. Mais bon, je sais que cette opinion n'est pas du tout majoritairement admise. Ensuite, même quand ça a mal vieilli, tu peux... il y a des choses qui ont mal vieilli, qui sont gênantes. Voilà. Typiquement, des exemples que tu donnais, où là, c'est aussi des évolutions Pour des raisons éthiques, tu vas dire. Et en réalité, parce que déjà, à l'époque, c'était déjà gênant, simplement... on ne s'en rendait pas compte, mais ça l'était déjà. J'ai envie de te dire, par exemple, la torture, ça a toujours été problématique, hein. C'était pas plus tolérable il y a 500 ans qu'aujourd'hui. Simplement, c'est qu'il y a 500 ans, ça choquait pas les gens. Mais fondamentalement, ça reste quand même quelque chose c'était du même niveau d'atrocité. Tu vois, la chose n'a pas... Donc c'est bien la société qui a évolué et la perception. Donc voilà. En tout cas, la conclusion de tout ça, c'est que nous, on a pas mal vieilli. Évidemment, c'est bien certain. Et nous sommes les meilleures personnes pour en juger. Totalement. Écoute, tu m'as chiffonné quand même avec cette chronique. Ouais, tant mieux. Attends, chaque fois que je vais me faire cette réflexion, ça a mal vieilli, je vais essayer d'aller décortiquer le pourquoi du comment je dis ça. Pourquoi toi t'as changé? En quoi toi t'as changé? Et moi j'ai rejoué, comment ça s'appelait? High Venture, c'est un jeu de Sid Sackson qui doit dater des années 70. Et j'y ai joué il y a de cela peut-être une quinzaine d'années. Ça a très mal vieilli. Mais en fait, je n'ai pas eu une très bonne expérience de jeu, je vais dire ça comme ça. Mais parce que justement, j'ai joué à plusieurs vieux jeux, j'ai pu apprécier par contre ce qu'il apportait en 1974 ou à peu près au moment de sa parution. Et je l'ai aimé pour ça. Oui. Mais là, maintenant, je sais que je suis une créature étrange et qu'il faut pas... On peut pas demander aux gens d'avoir... parce que là, ça demande beaucoup de conditions pour être aimé ce jeu-là. Et ça serait un peu exiger beaucoup, on va dire. OK. Est-ce que tu nous ferais le plaisir de nous partager ta chronique, s'il te plaît, Paul Gara? Et oui. Et donc, je vais faire comme toi. Chronique numéro 12. Les jeux de société inspirés de tests psy. Mais oui, où les autrices vont-elles chercher toutes leurs idées de jeu? Et de façon générale, d'où vient l'inspiration? Alors, certaines ont une illumination géniale, hein. On connaît toute la légende qui entoure la création de Codenames de Vladas Fatil, imaginée en une soirée. Un peu le rêve, là, hein, c'est la success story. Pour d'autres, il va s'agir d'un long processus d'itération qui ressemble plus à une sédimentation de couches. Lecture, films, jeux vidéo, références culturelles ou simples discussions vont être à l'origine de l'inspiration. Certaines autrices sont inspirées par le travail des autres créatrices, soit parce qu'elles ont envie de rendre hommage à un jeu qui leur a particulièrement plu, soit parce qu'au contraire, elles trouvent l'utilisation d'une mécanique imparfaite et cherchent à l'améliorer, à la transcender. Et c'est ce qu'expliquait notamment Friedman Friseux dans une excellente interview que vous avez pu entendre dans ce podcast. On entend certaines dire qu'elles ne jouent qu'à leur propre jeu, voilà, pour ne pas être influencées par les créations d'autrui. Et c'est aussi une légende qu'on entend à propos de Rainer Knizia. Et d'autres vont au contraire jouer à énormément de jeux pour s'alimenter. Chez certaines autrices, tout part du thème qu'elles ont envie d'explorer, comme chez Elisabeth Hargrave, et d'autres ont d'abord l'idée mécanique, et puis le thème ne viendra que dans un second temps. Il suffit à certaines d'ouvrir un PowerPoint pour avoir une idée de jeu originale, et parfois certaines n'hésitent pas à copier, oserais-je dire plagier, un jeu existant. Parmi toutes ces sources d'inspiration, certaines sont plus surprenantes. Elles viennent directement de dispositifs scientifiques qui sont pensés pour évaluer et non pour divertir. Jeux de logique, jeux basés sur des compétences cognitives, sur des expériences de psychologie sociale et parfois sur l'évaluation de compétences ou de connaissances.
À cet égard, un des jeux les plus connus au point de dépasser les frontières du petit monde des acharnés du jeu de société, est directement la reprise d'une expérience psychologique universitaire. Alors, on en parlait juste avant. Mais est-ce que tu connais, Christian, l'histoire des loups-garous de Tiercelieu ? Je la connais, oui. Mais je te laisse nous la raconter à nouveau. En 1986 ou 1987, Dimitri Davidov crée le jeu Mafia au sein du département de psychologie de l'université de Moscou, dans laquelle il officie comme chercheur. Le propos du jeu était en fait de faire s'affronter deux groupes. Un groupe qui dispose de l'information, donc qui deviendront plus tard les loups-garous, et donc qui sont dans le jeu d'origine les membres de la mafia, qui se connaissent entre eux, puis un groupe désinformé, dit les honnêtes gens. Le jeu, il le fait jouer par les étudiants, dans le cadre de l'expérience sociale qu'il veut créer, mais il va être aussi joué au-delà du cadre de la recherche pour lequel il avait été créé. Il est joué par les étudiants sur leur temps libre. Il se diffuse alors également en dehors de la Russie, progressivement via Internet. En 1997, Andrew Plotkin ajoute au cadre de la mafia la thématique des loups-garous, ainsi qu'un rôle de modérateur. Andrew Plotkin, lui, excuse-moi, il vient de où? Il est pas russe? Il est américain, ouais. Il est américain, ok. Me semble-t-il, j'ai un doute, mais il me semble que c'est ça, en fait. Parce que lui, il a découvert le jeu par Internet, en fait. En 2001, le jeu est enrichi de rôles et il est édité par les éditions lui-même. Il ne s'agissait pas d'un jeu traditionnel qui appartiendrait au domaine public, comme on a parfois pu l'entendre. Et si Dimitri Davidov a toujours permis que le jeu soit joué librement, il s'est toujours aussi également opposé, en revanche, à une utilisation commerciale en violation de ses droits, puisque c'est quand même lui qui a inventé le jeu. Au-delà de la question de savoir si les loups-garous sont un plagiat, si ces éditeurs l'ont fait en connaissance de cause, et du point de savoir si c'est un bon jeu. C'est l'inspiration du jeu qui est intéressante. Davidov, il s'appuyait sur les travaux du psychologue Lev Vygotsky, c'est-à-dire qui avait une méthodologie, qui était un psychologue qui utilisait la méthodologie fondée sur le jeu, et sur le test de Turing, qui consiste à se demander si une machine peut se faire passer pour un humain. Et donc toute l'idée, c'est donc en croisant ces deux inspirations-là qu'il a eu l'idée de faire ce jeu. Alors, avec cet exemple, on comprend intuitivement que certes, il y a un jeu qui existe, mais que celui-ci n'est pas là pour divertir à l'origine. Les dispositifs issus de protocoles scientifiques sont là avant tout pour évaluer, analyser ou diagnostiquer. Peuvent-ils alors constituer des jeux fun ou sont-ils voués à procurer des expériences déséquilibrées ? Je te propose donc, Christian, d'explorer ensemble plusieurs catégories de jeux qui sont inspirées d'expériences scientifiques. Il s'agit ici avant tout de réfléchir sur les dynamiques qui peuvent s'activer dans des jeux issus de tels protocoles. Car oui, il ne s'agit évidemment pas de dire que si ces jeux sont mauvais ou pas, ou qu'il ne faudrait pas y jouer. Beaucoup de joueuses, et j'en fais partie, vont y trouver un certain plaisir, notamment lorsqu'elles aiment les défis de type cognitif. Mon propos va être simplement d'observer ce que ces jeux activent autour de la table et pourquoi ils ne procurent pas la même expérience à tout le monde. On va commencer par les jeux projectifs. Un test projectif, c'est un outil d'évaluation psychologique qui exploite les réponses produites par la personne étudiée sur la base d'une sollicitation d'un stimuli. Son principe, qui, contrairement aux méthodes objectives, c'est d'amener l'inconscient de la personne évaluée à s'exprimer. Et à cette fin, les stimuli qui vont être proposés vont être volontairement ambigus. Parmi les tests projectifs les plus connus, on note le Thematic Apperception Test, dans lequel on va montrer au sujet des planches, des dessins figuratifs qui représentent des situations sociales variées et ambiguës. Et puis on va demander à la personne de raconter une histoire à partir de ces planches. Ou bien le très célèbre test de Rorschach, du nom du psychanalyste suisse Hermann Rorschach, qu'il a élaboré en 1921. On présente des planches graphiques avec des tâches non figuratives qui sont laissées à l'interprétation de la personne évaluée. Alors évidemment, quand on parle de ça, ça te fait penser tout de suite à des jeux de société. Bah oui, ça a fortement inspiré la création de Dixit. D'autant plus quand on sait que son auteur, Jean-Louis Roubira, est pédopsychiatre et qu'il a utilisé le prototype dans son domaine professionnel. Et puis avec Dixit sont nées toute une flopée de jeux, d'associations d'idées reposant sur le caractère ambigu et polysémique des illustrations utilisées. Dans ces jeux, l'ambiguïté des images, elle est souvent vue comme poétique et permettant d'accéder à une certaine universalité. Ne dit-on pas que Dixit peut se jouer avec n'importe qui ? Oui, non, oui, non, oui, non. Oui, on dit souvent ça. Oui. Sauf que dans les tests projectifs, c'est une seule personne qui a été évaluée.
Dans les jeux d'association d'idées, on va s'adresser à un groupe de joueuses. Or, pour bien fonctionner, de tels jeux supposent l'existence d'une culture commune à ces joueuses. Mais le jeu est en réalité... Tu es en train de me dire que ça prend le bon groupe? Le jeu est en réalité moins universel qu'il n'y paraît. Il va mieux fonctionner selon que les joueuses sont issues du même contexte culturel, des mêmes classes sociales, ont des biais communs. Et oui, on n'a même pas forcément le même imaginaire selon les cultures. Toutefois, ici, les biais ne condamnent pas la joueuse. On peut s'exprimer même si on ne partage pas le socle commun de référence culturelle du groupe. Il n'y a pas de véritable sanction à l'évaluation, si ce n'est une expérience de jeu potentiellement peu fun. On va aller de plus en plus vers le compliqué. Les jeux qui reposent sur des compétences cognitives. Alors, tout d'abord, les jeux qui font appel à la mémoire. Ben oui, la mémoire, oui, mais laquelle? Eh ben oui, parce que, attention, la mémoire, une fois qu'on a dit ça, on n'a rien dit. La mémoire, c'est ce qui permet d'enregistrer des informations qui venant d'expériences et d'événements divers et de les conserver et de les restituer. On va avoir la mémoire de travail, qui est une mémoire à court terme, qui est au cœur du réseau, la mémoire sémantique et la mémoire épisodique, qui sont deux systèmes de représentation consciente, mais à long terme, la mémoire procédurale, qui va permettre nos automatismes inconscients, comment on fait qu'on sait, comment on sait marcher, en fait, c'est de la mémoire procédurale, et on va avoir la mémoire perceptive, qui est liée aux modalités sensorielles. Et en fait, la mémoire de travail, la mémoire à court terme, c'est la mémoire du présent. Elle va permettre de manipuler, de retenir des informations pendant la réalisation d'une tâche ou d'une activité. C'est une sorte de mémoire tampon. Les informations qu'elle véhicule peuvent être rapidement effacées ou stockées dans la mémoire à long terme par l'intermédiaire d'interactions spécifiques entre les différents systèmes de mémoire. C'est ça qu'on se dit que finalement, quand on fait un memory, c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Et donc, la mémorisation, ça résulte d'une modification des connexions entre les neurones d'un système de mémoire. On parle de la plasticité synaptique. Et donc, il existe différents types de mémoire. Et spoiler, on n'est pas égaux face à la mémoire. En fonction de l'âge, certainement. Mais en raison d'autres facteurs qui sont liés à des compétences quasi innées. Par conséquent, tous les jeux qui sont basés sur la mémoire, ça peut conduire à créer un sentiment de malaise chez la joueur qui n'aura justement pas une bonne mémoire. En tout cas, celle qui est requise par le jeu. Et la partie qui va se dérouler n'aura pour effet que de lui faire percevoir sa propre incompétence. Ce qui est tout sauf un moment fun et agréable. En revanche, certaines joueuses y éprouveront beaucoup de plaisir, notamment si elles parviennent à performer. Certains jeux de mémoire sont directement issus d'exercices d'évaluation neuropsychologique, comme Tellstone's A King's Gambit. Il y a une vidéo, vous pourrez voir un petit peu le concept du jeu, qui reprend vraiment un exercice qui est utilisé de façon très spécifique dans le cadre de traitement, par exemple, pour des personnes qui ont des lésions cérébrales. L'utilisation aussi hormis la mémoire, on peut parler aussi de l'utilisation de l'effet Stroop. Est-ce que tu savais ce qu'était l'effet Stroop, Christian? C'est Bruno Catala qui me l'a nommé parce qu'on travaillait sur un jeu, c'est pas faux, qui flirte un petit peu avec l'effet Stroop. Et donc l'effet Stroop, c'est un phénomène qui est utilisé en psychologie. On va demander à une personne d'exécuter une tâche cognitive tout en lui donnant une information qui interfère avec cette exécution. L'expérience la plus connue, elle se retrouve dans certains jeux de société. On demande aux joueuses de dénommer une couleur mais sans la dire. Sauf que cette couleur, elle est écrite dans une couleur qui ne lui correspond pas. Par exemple, je te donne une carte, je te demande de lire le premier mot. C'est le mot rouge sur la carte, mais il est écrit en bleu. En neuropsychologie, le test de Stroop, il vise à évaluer le temps de réaction, le contrôle attentionnel ou les capacités d'inhibition qui font partie des fonctions exécutives, c'est-à-dire les processus cognitifs qui permettent volontairement de réguler la pensée et le comportement. Alors, on va pas se mentir, Là, quand je t'ai dit ça comme ça, c'est pas très rigolo. Ce test, il est là pour évaluer le sujet, en faisant appel à des compétences sur lesquelles il n'a pas vraiment de contrôle, même pas du tout. Et puis surtout, dans l'évaluation scientifique, il n'est pas question de performer, mais en fait d'analyser ton temps de réaction, tes capacités de réaction. On peut donc se demander quel est le sens ludique de jouer à une expérience scientifique ou à une épreuve médicale. Ces jeux basés sur la mémoire ou sur des compétences cognitives, elles exploitent les limites de notre cognition plutôt que notre agentivité, notre créativité ou nos choix. On va parler maintenant des jeux qui font appel à des compétences d'analyse formelle. Eh bien, c'est tous les jeux qu'on désigne souvent sous le nom de jeux de logique, qui font appel à des capacités de déduction ou d'induction. Alors, je vous renvoie à plein d'autres émissions qui font bien la différence qui expliquent bien la différence entre les deux notions.
Ces jeux, ils sont héritiers d'une branche des tests psychotechniques qu'on trouve notamment dans le domaine militaire et qui relèvent d'un vieux fantasme d'évaluer l'humain, avec des maths, tout ce que j'aime. Ils sont notamment beaucoup utilisés en psychologie du travail. Là encore, les recherches suggèrent que la logique formelle n'est pas une aptitude pour laquelle nous sommes égaux et sur laquelle nous disposons d'une grande marge de progression. Il existe peut-être une courbe d'apprentissage, mais elle est plutôt plate. Et puis, beaucoup de personnes, pour progresser, ça va leur demander énormément d'efforts. Alors que là, on parle d'un jeu. Donc, si cela peut se concevoir de progresser pour obtenir un permis particulier ou dans un cadre professionnel, c'est difficile de demander un investissement pareil pour un simple jeu de société. Et d'ailleurs, on peut s'entraîner à passer ce type de test. Est-ce qu'on a vraiment envie de s'entraîner pour faire une partie de jeu de société qui relève en principe de notre loisir ? Est-ce qu'on veut vraiment que le jeu s'apparente à un examen ? Certaines vont aimer ce type de défi et d'autres beaucoup moins. Et de plus, si on joue systématiquement avec une personne qui est plus forte dans le domaine, de toute façon, l'écart va pas se réduire, il va demeurer identique. Donc ça va donner l'impression d'un échec structurel sans possibilité de changer cet état de fait. On pourrait s'imaginer que ces deux jeux deviennent satisfaisants dans une version coopérative. Pourtant, ils développent très naturellement un fort effet leader. La joueuse la plus à l'aise en analyse formelle, elle va vite prendre le jeu en main. Elle va imposer son raisonnement aux autres. Je me suis fait la réflexion récemment en jouant à Essen à A Carnivore Did It, un jeu que j'ai beaucoup apprécié, mais qui, clairement, je l'ai vu, pousse rapidement à ce genre de situation. Ça se joue très bien à 1, 2... 3 déjà on étire. C'est super comme jeu, mais à limiter grandement le nombre de joueurs. Et oui, donc la solution, Vanessa... Je suis d'accord avec toi. Ouais, la solution assez naturelle, c'est plutôt de jouer en solo. Pour fonctionner à plusieurs et permettre à toutes de prendre du plaisir au jeu, il faudrait que le game design du jeu soit capable de mettre à niveau les joueuses, de créer une sorte de handicap comme il existe au golf. Alors, on pourrait croire que cette question d'inspiration issue de protocoles scientifiques ne concerne que quelques jeux très spécifiques, mais elle touche en réalité à une problématique beaucoup plus large. Celle des savoirs et des compétences mobilisées autour de la table. Et on en trouve une illustration frappante dans l'évolution récente des jeux de quiz. Longtemps, ces jeux, ils ont reposé sur un capital culturel implicite, celui de la créatrice, de son milieu social, de sa génération, de son capital culturel. Dans les domaines plus factuels, peut-être comme la géographie, l'écart, il restait limité. Mais dès qu'on s'aventurait sur la culture, le cinéma, la littérature, l'histoire, les partis pris devenaient plus flagrants. Et comme dans les tests cognitifs ou les jeux analytiques, l'issue de la partie, il semble jouer d'avance. Dans un format compétitif, c'est toujours la même personne qui gagne. En coopératif, la plus experte prend inévitablement le rôle de meneuse. Les jeux de quiz tels que le Trivial Pursuit pouvaient donc se révéler d'une grande violence symbolique pour ceux et celles qui n'ont pas la bonne culture. Et je mets des guillemets podcastiques. Et c'est sans doute pour ça que ces jeux, ils ont profondément évolué. Certains, comme TTMC, déplacent la compétence sur l'auto-évaluation plutôt que sur la connaissance brute. D'autres vont transformer la question en prétexte à une mécanique centrale différente, l'estimation, la prise de risque, le pari. Dans ces jeux, savoir n'est plus l'objectif, mais c'est un support parmi d'autres pour créer du jeu. Cette évolution, elle révèle un enjeu intéressant. Plus un jeu repose sur une compétence inégalement répartie, plus il doit offrir des mécaniques capables de redistribuer les cartes. Le hasard, l'interaction, l'incertitude, la perturbation des patterns trop maîtrisés. Tous ces éléments servent une fonction essentielle, redonner du pouvoir aux joueuses, à toutes les joueuses, réintroduire de l'agentivité, là où la maîtrise pure réduirait le plaisir à néant. Peut-être est-ce là la piste à suivre pour les jeux inspirés de protocoles scientifiques. Tant qu'ils s'appuieront sur des compétences qui sont conçues pour évaluer plutôt que pour faire jouer, ils risqueront de reproduire des écarts, des asymétries et parfois même cette violence symbolique. Mais dès lors qu'ils transforment ces protocoles, les détournent ou les assouplissent par le game design, ils pourront redevenir pleinement des espaces où l'on joue vraiment, où chacune trouve sa place, en réunissant celles qui aiment cette tension cognitive et celles qui peuvent s'y sentir mal à l'aise. Conclusion de la conclusion, je fais un immense big up à Michel Dufrane, qui m'a énormément rencardé sur tout ce sujet, parce qu'il s'y connaissait vachement bien. Donc, merci Michel. Merci Paul Gara pour cette chronique très intéressante. Mon Dieu, par où commencer? Je vais y aller dans l'ordre parce qu'il y aurait beaucoup de choses à dire. Tout d'abord, une question. Quand tu parles de l'effet Stroop, je suis pas certain de comprendre ce que tu dis. Quand tu dis qu'on évalue un processus qui permet de réguler volontairement la pensée et le comportement, et que 2 lignes plus loin, on évalue un sujet sur des compétences sur lesquelles il n'a pas de contrôle.
Bah, en fait, c'est pas des choses. En fait, c'est pas des choses que tu peux. En fait, on évalue comment ton temps de réaction. Mm-hmm. Mais c'est pas que c'est quelque chose sur lequel tu n'as pas de maîtrise. En fait, ton temps de réaction, c'est pas comme si c'était quelque chose que tu pouvais maîtriser. En fait. OK, imaginons que je mets ma main sur un bloc de glace, c'est très froid, mais je peux décider de la laisser là. Voilà. Et Là, mais si je lis bleu ou rouge, je peux pas. En fait, tout ce qui se passe à ce moment-là dans ton, moi ce que j'ai, après je suis pas non plus spécialiste en psychologie, hein, donc c'est vraiment, ce que je comprends c'est que on est des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle en réalité en fait, on ne peut pas se dire je vais faire mieux ou c'est pas quelque chose qui est du domaine de l'apprentissage en réalité, c'est pas du domaine de. Et ça s'améliore pas ça, ce genre de choses là. Alors tu peux t'entraîner, Oui. mais en réalité c'est énormément d'efforts Pour peu de résultats. pour une amélioration qui est quand même assez lente en réalité. Donc la problématique, elle est plutôt de l'investissement pour un jeu. Est-ce que tu vas le faire ou pas alors que tu, comment dire, que quand c'est pour parce que tu fais des exercices comme ça parce que t'as des troubles neuropsychologiques ou n'importe quoi et que c'est dans un cadre médical, ça fait partie d'une forme de traitement en fait. C'est des évaluations qui sont faites. Voilà, notamment c'est le cas sur la mémoire, les exercices de mémoire qu'on fait. Là, on est pour traiter des lésions cérébrales. Donc en fait, l'idée c'est que tu t'améliores pour aller mieux en fait. En réalité, il y a un impératif qui n'est pas le même. Pas pour le jeu ou le divertissement. OK, je comprends mieux. Donc, tu poses la question, quel sens donner à certains de ces jeux qui reposent, par exemple, sur l'effet Stroop, sur les limites de la cognition. C'est bien ça que tu as dit? J'espère, oui. Mais donc, je pose la question, quel sens donner à d'autres concours ou compétitions, par exemple, un 100 mètres? Je veux dire, on connaît d'avance le gagnant. Je veux dire, si on a fait une course, la course suivante, il va y avoir le même résultat. En fait, la plupart des compétitions, j'oserais croire, la majorité des compétitions sont quasiment jouées d'avance quand le hasard n'intervient peu ou pas. C'est pas le lieu d'à peu près tous les jeux de stratégie à l'européenne, tout. Tu veux parler de sport ou des jeux en général? Je suis pas sûre parce que dans le sport, il y a quand même l'entraînement et produit quand même des effets. Oui. Mais je veux dire, pour retirer une seconde sur mon 100 mètres, ça va être des centaines, voire des milliers d'heures d'entraînement. Donc, donc je peux m'améliorer, mais je veux dire, au moment, à l'instant T où on fait la compétition avec des amis pour le divertissement, le truc est déjà décidé d'avance qui va gagner la course. En fait, un peu comme si par exemple t'es meilleur que moi pour lire bleu alors que c'est écrit en rouge, le truc est déjà joué d'avance. Et si je fais une course avec mon ami Alex, le truc est déjà joué d'avance. Et si on reproduit une course le lendemain, le truc est déjà joué d'avance. Mais malgré tout, nous sommes nombreux à trouver ces expériences amusantes. Typiquement, pour moi qui ne cours pas le 100 mètres très rapidement, je t'avoue que ce n'est pas une expérience amusante. Non, ça je le comprends, mais je veux dire, elles sont pas plus ou moins pertinentes. Ouais. Alors après, on pourrait se poser la question, mais quand tu es face à une incompétence sur laquelle tu sens que tu ne peux pas grand-chose, en fait, ou tu as une inégalité de départ qui est très forte, c'est clairement pas amusant, en tout cas. Tu peux le faire quand même, mais tu trouveras pas ça amusant. Ah, c'est difficile, puis il faut piler sur son ego un peu, puis... La question, elle est d'en faire... C'est pas qu'une question d'ego, je suis pas d'accord avec toi. Okay. Quand on est vraiment face à des incompétences, une incapacité physique, je trouve que c'est pas une question d'ego. Okay. J'appellerais pas ça, c'est pas accepter d'être moins bon ou pas, c'est que là, tu ne peux pas le faire et que les gens ne se figurent pas que ce soit une incapacité, c'est violent, en fait. La différence, c'est que je dis pas que ça doit pas exister. La question, c'est que je dis d'en faire un jeu qu'on présente comme étant quelque chose d'accessible à tout le monde, et dans lesquels on aurait tous les mêmes chances de départ. C'est ça la différence. Ok. Tu vois, si demain on fait un jeu dont le concept est de dire vous courez le 100 mètres et tout, c'est sûr que toi et moi, je sais que tout de suite on peut faire 500 parties, tu gagneras toujours. Je veux dire, c'est pas la peine qu'on joue, effectivement. Mais je perçois très bien la violence et puis c'est difficile à recevoir, mais je vis, et là, c'est peut-être très personnel, mais qu'elle soit physique sur un 100 mètres ou qu'elle soit dans un jeu de stratégie, parce que j'ai un ami que je croise une fois par année dans une convention, c'est quelqu'un qui vient du Vermont,
Et si on joue à un jeu de stratégie, mais il va me laminer systématiquement, et je vois là la même violence parce qu'il a une compétence que je ne possède pas. Alors, moi, c'est là que je suis pas d'accord avec toi. En théorie, en principe, dans un jeu où tu as une véritable... En fait, là, tu peux t'en prendre qu'à tes mauvais choix. C'est pas une incompétence innée. Oui, mais il y a quelque chose dans mon cerveau qui fait que je vois pas ce qu'il voit à un moment donné. Donc, En fait... La question, elle est des cas où t'as pas de contrôle, en fait, sur ce qui se passe. Et t'as pas véritablement de choix. Dans les jeux de, comment dire, qui reprennent ces genres de, tu vois, la mémoire. C'est-à-dire, c'est malgré toi, en fait, que tu as plus de difficultés. Tous les jeux où tu vas avoir du contrôle, où tu vas pouvoir faire des choix, exprimer ton agentivité, si tu perds, peut-être qu'en réalité, c'est parce que t'es moins intelligent. Tu sais, je l'accepte, ouais. Mais au moins, t'as l'illusion d'être responsable de ton sort et pas de le subir. OK. Tu vois, c'est comme ça que je le comprends aussi. Il y a les jeux de mémoire, c'est assez marquant. Je trouve que les jeux de logique, c'est plus délicat parce que on reconnaît moins qu'on a une incapacité. Non, mais j'aime que tu me rassures et que je serai toujours mauvais à unlock, que je peux arrêter de m'en faire, que c'est pas de ma faute. Ça me rassure. Les jeux de mémoire, c'est vraiment manifeste les inégalités qu'on a face à la mémoire. Enfin, je veux dire, on le constate très bien. Et effectivement, pour les personnes qui sont défaillantes, c'est très difficile parce que même avec les meilleurs efforts du monde, c'est pas une question, en fait, c'est pas un choix qu'elles font de retenir ou pas. Elles essayent bien de retenir, oui. mais elles n'y arrivent pas. Oui. C'est comme une incapacité, tu vois. Mais, et je comprends bien qu'il y a une différence. Ça me rappelle un truc en sport, quand tu essayes d'expliquer en gymnastique que tu ne sais pas faire le poirier. Tu peux pas l'inventer, enfin, je peux pas inventer de savoir faire le poirier, en fait. Je ne peux pas. Comme de plonger, du haut tu vois, ou de faire de l'escalade. Moi, j'ai le vertige. J'ai expliqué à mon prof en première que je ne pouvais pas monter parce que j'allais me trouver mal. Et c'était dur de faire comprendre que c'était une incapacité physique et pas de la mauvaise volonté de ma part. Mais moi, là où je comprends bien, par exemple, que on peut difficilement, voire très, très peu progresser sur des aspects comme la mémoire ou les fesse-trous. Et donc, si je m'y investissais, ce serait un peu de l'énergie, pas perdue, mais presque. Mais pour moi, au final, on se lance dans une compétition où, à un instant T, le jeu est un peu joué d'avance de toute façon et que je vais subir. En tout cas, je vois pas la différence, en fait. Parce que bon, je vais reparler de mon ami Brian, mais je veux dire, il a une compétence que je n'ai pas. Et pas du tout. Moi, je vais te dire, je joue tous les vendredis avec le même groupe de personnes. Oui. On a un de nous 4 qui est nettement meilleur que les 3 autres réunis. Particulièrement quand on fait un jeu pour la première fois ou si c'est un jeu qu'on découvre. De toute façon, on joue, on sait que dans 75% des cas, c'est lui qui gagnera. Parce que, d'abord, généralement, c'est lui qui a lu les règles et a une bien meilleure vision du jeu avant de commencer. Mais c'est pas ça qui excuse. Parce que il a l'esprit, surtout pour tout ce qu'on appellerait Eurogame, il a l'esprit ultra bien caréné pour ça. Donc, il a une prédisposition pour ce genre de jeu, comme d'autres ont une prédisposition pour le jeu de mémoire. Mais il n'empêche que nous, quand on joue contre lui, on a encore des chances de gagner. Et quand on part pas battu d'avance. Je sais bien que je peux gagner à ce jeu-là. J'ai pas une incompétence. Je suis pas là à être incapable de prendre la décision de si je vais aller prendre des moutons ou des, je sais pas, planter des carottes à Agricola. Je sais que malgré tout, c'est moi qui ai fait les mauvais choix. Et c'est pas un problème de, enfin, tu vois, je le prends pas, c'est pas du tout la même chose. J'ai le sentiment que je suis responsable de mes choix. Et il y a des parties où je gagne, on peut gagner. Mais même si statistiquement, on voit bien qu'il gagne plus fréquemment que nous, ça veut bien probablement dire qu'il a l'esprit plus caréné là-dessus. Sauf qu'on n'a pas le sentiment d'être incapable de jouer. Oui, mais tu vois? C'est la personne qui a de la difficulté, par exemple, à réagir rapidement en lisant bleu alors que c'est écrit en rouge. Elle peut le faire, mais ça lui demande juste plus de temps. Mais moi, je veux dire, je fais des choix quand même dans un jeu de stratégie, sauf que je suis limité un peu de façon similaire parce que j'ai pas le cerveau qui est cadré pour ça. Donc, on se retrouve un petit peu dans la même situation. Dans un truc dans une compétition où il y a un écart entre les participants et qui est un truc dans ton cerveau sur lequel je vais m'entraîner bien gros à des jeux à l'euro, mais
je le battrai pas plus. Et la même violence existe. Pour moi, la différence que je fais, c'est le fait d'avoir le sentiment que c'est pas une incapacité, comme si t'avais une incapacité physique à réussir. Je trouve que dans les jeux de stratégie, t'as quand même la capacité de réussir, et elle est liée au fait que c'est toi qui fais des choix, en fait. T'es pas incapable de faire tes choix. Peut-être que tu fais les mauvais, ça c'est une autre question. Oui, mais mon cerveau, il est pas capable de processer autant d'informations que la personne en face de moi. Et donc, j'ai pas la capacité cérébrale de la battre. Et on s'en retrouve essentiellement à l'autre qui a pas la capacité cérébrale de mémoriser à court terme où sont placés les trucs du memory. Oui, mais je pense que c'est quand même pas du tout la même chose. C'est pas une compétence innée. Non, il y a de l'inné, mais il y a une à quel point, je sais pas. Mais je m'y connais pas assez. C'est juste parce que j'avais envie de faire l'avocat du diable. Oui, mais je sais qu'on est en désaccord. Et en plus, par ailleurs, c'est aussi le fait que de voir là-dedans toujours de la compétition. En fait, c'est aussi le problème de la compétition en général. Est-ce que le fait que les jeux soient des compétitions, c'est pas un vrai problème? Et ça, le rapport à la compétition... Si on est là pour le loisir, effectivement, mais en même temps, la compétition augmente les enjeux, donc souvent augmente l'émotion. C'est ça où je suis pas toujours... C'est le rapport à la compétition, contrairement à ce qu'on pense, c'est très personnel. Ça vient de beaucoup aussi de l'éducation, de plein de choses qu'on a vécues. Et c'est pas pour rien. Et en fait, on note qu'on est dans une société qui est déjà très compétitive, qui a tendance à créer de la compétition excessivement, notamment dans le domaine scolaire, et on a beaucoup essayé d'en revenir, parce qu'on s'aperçoit que en fait, l'apprentissage la compétition devient le moteur de l'apprentissage, et pas l'apprentissage lui-même. Et pas l'apprentissage lui-même. Le but, c'est d'avoir un meilleur résultat que ma voisine, alors que au final, le but, ça devrait être de comprendre ce qu'on me dit. Mais si le but, c'est d'avoir un meilleur résultat, j'apprendrai pas de la même façon que si je voulais apprendre le truc qu'on veut me transmettre. Alors, je sais qu'on dit qu'il faut que tu aies une forme de sanction pour apprendre. Si on te demande d'apprendre comme ça, et si on te demande d'apprendre pour un test, il paraît que j'avais cru comprendre qu'on ne mobilisait pas autant d'énergie à l'apprentissage, qu'on apprenait mieux. Après, ça n'empêche que toute la question de la notation et des classements et des notes et des moyennes, et après si on te donne les félicitations, les compliments, les machins, les bidules, tout ce que tu veux aux enfants, ça c'est un autre questionnement, quoi. Et quand tu vois dans quels états peuvent se mettre des gens pour des épreuves sportives, tu vois, je vais dire ça un peu péjorativement, mais le match de foot des poussins de tel bled contre tel bled, où t'as l'impression qu'ils joueraient... De Brive-la-Gaillarde. Qu'un match de... T'as l'impression que c'est la finale de la Champions League, quoi, tu vois. Oui, et t'as envie de dire, waouh, est-ce que c'est pas mettre trop d'enjeux là-dedans non plus, quoi. Et voilà. Après, moi, je le dis franchement, je suis pas une grande adepte de la compétition, et j'ai tendance à toujours, avoir toujours freiné là-dessus par rapport à mes enfants, etc. Et c'est un sujet de discorde parfois d'ailleurs dans l'éducation. Et donc, mais tu sais, je voulais juste faire l'avocat du diable hein, pour te donner un spectacle. Mais t'as le droit. Mais je dois me confesser, moi je suis quelqu'un qui aime de façon générale la compétition. Je l'apprécie, c'est un moteur, c'est une source d'émotion grisante. Oui. Mais sinon, je perçois quand même le problème des jeux de vitesse, moi. Particulièrement les jeux de vitesse à une carte. Et là, je m'explique. Ce sont les jeux dans lesquels on retourne une carte et il y a systématiquement quelque chose à faire. Par exemple, Rings Up chez Blue Orange ou Dr. Eureka de Roberto Fraga chez Blue Orange. On retourne une carte et ce sera la personne la plus rapide de nous à manipuler ces petites molécules dans des cylindres gradués. Des éprouvettes. Merci. Et dans ce type de jeu-là, qui est différent d'un Jungle Speed, parce qu'un Jungle Speed, il n'y a pas quelque chose à faire à chaque carte que l'on retourne. Même au contraire, la vaste majorité des cartes que l'on retourne, il n'y a pas de geste à poser. Donc moi, je vois un problème de design dans les jeux où est-ce que ce sont des jeux de vitesse que j'appelle à une carte. On retourne une carte et il y a un truc à faire tout de suite maintenant. Bazar Bizarre, Ghost Blitz, qui est traduit chez Gigamic en français. On a la même chose. Parce que dans un Dr. Eureka ou un Rings Up de Blue Orange, je vais perdre 5-0 s'il faut atteindre 5 points. Et s'il faut atteindre 10 points, je vais perdre 10-0. Et s'il faut atteindre 100 points, je vais perdre 100-0. Alors que dans des jeux où est-ce que
il y a plusieurs choses qui se passent en même temps. Et c'est tout le génie. Je m'en excuse, je vais citer un jeu, mais qui est maintenant hors d'impression, qui était au Scorpion masqué. Flash 8 de Joanne Dufour. Donc, c'est un jeu sur le principe du taquin, mais où on pouvait résoudre 4 cartes en même temps. En fait, on en choisissait une qu'on résolvait, mais chaque joueuse choisissait laquelle elle faisait. Tout le génie de ce jeu-là, c'est que ça ne change pas vraiment la sanction à la fin. C'est la même personne qui va gagner, mais au lieu de gagner 10-0, elle va gagner 10-6. Et je crois que cette fameuse violence symbolique dont tu parles, elle est beaucoup moins forte dans ce cas. Et je pense que d'un point de vue design, c'est plus intéressant d'arriver à mitiger le score final pour justement que ce soit moins dur à recevoir. Mais et sans changer d'issue, c'est-à-dire la personne qui est la plus compétente, que ce soit pour résoudre un jeu de stratégie et donc faire les bons choix ou faire un truc de rapidité, ben c'est la même personne qui va gagner. Et donc oui, génie des jeux d'estimation. Hein, et je pense que citons le premier du genre, là, ou en tout cas le premier que je connais, Wits and Wagers, qui est de Dominique Crapuchette, qui a donné Gambit 7 chez Days of Wonder et tout plein de variations, ou qui est le premier à ma connaissance où on ne te demande pas de connaître une réponse exacte. Et ça, c'est déjà très agréable. Et même, c'est pas toi qui as besoin de fournir la meilleure réponse pour l'emporter. Et ça, je trouve que c'est fabuleux parce que ça déplace, ça utilise un mécanisme ou un truc qui est apprécié, connaissance, mais ça le remet dans un autre contexte. Et tous ces jeux, ou en tout cas ces directions que tu nommes vers la fin, sont très intéressantes, en fait. Je sais pas si tu avais joué à Fauna de Friedman Friseux. Oui, j'ai joué à Fauna, oui. Qui a un jeu de connaissance sur les animaux. Oui. Et qui a cette particularité qu'en fait, tu vas pouvoir aussi faire du bluff. Et en réalité, peu importe que tu aies vraiment la connaissance ou pas, parce que tu peux très bien t'en tirer, tu peux très bien bluffer, tu peux très bien faire croire aux autres que tu connais très bien la réponse, etc. Donc il y a beaucoup de... Tu vas te placer, il y a une forme de presque de placement d'ouvrier aussi dedans, puisque tu bloques l'emplacement de la réponse pour les autres. Oui, les autres peuvent plus y aller, ouais. Voilà, c'est ça. Donc, et là, tu vois que le fait de connaître ou pas les réponses sur les animaux est complètement accessoire, en fait, au fonctionnement du jeu. Donc oui, j'aime beaucoup l'intelligence des autrices et des auteurs de jeux modernes parce qu'on est capable de prendre des situations problématiques avec des jeux qui étaient réglés d'avance et pour en faire quelque chose d'infiniment plus ludique. Et ta chronique aussi me fait beaucoup de bien parce que tout à coup, je me sens moins con en jouant à des jeux de logique de Smart Games. Et je me sens moins coupable aussi de ne pas m'améliorer avec le temps. Donc, je m'en souviens en avoir acheté un. Il y avait des ours polaires qu'il fallait placer sur la banquise. J'ai jamais... Vous savez, il y a au début débutant, intermédiaire, expert et 4e niveau. C'est toujours en 4 couleurs là, chez Smart Games. Donc, moi, je pense pas avoir dépassé la 2e couleur. Et ma sœur, qui après avoir fait 3 casse-têtes, à peu près 3 numéros, et tout de suite allait résoudre le tout dernier de la boîte et s'est fait chier en se disant c'est trop facile. Mais bon, merci. Ah oui. Eh ben, écoute, voilà, cette année 2026, elle démarre sur des chapeaux de roue. On a presque failli s'engueuler. Presque. Ça va. Donc la prochaine fois, je sais que si je veux te battre, il faut que c'est pas aux 100 mètres, mais sur des Smart Games là, tu sais où est-ce qu'il faut placer des petites plaques de formes différentes et faut respecter des poses de contraintes. Je suis une catastrophe. Ok. J'ai très envie de voir ça un jour. Non, je vais frapper sur les pièces pour qu'elles s'emboîtent. Moi, tu vas me voir avec un marteau. Moi, c'est une solution comme une autre. Hein. C'est ingénieux, hein, remarque. Faut sortir. Ils disent qu'il faut penser en dehors de la boîte. Check-moi bien. Oui, c'est ça. Eh bien, merci beaucoup. Merci. Merci, Christian. Et puis, on sait pas de comparer la prochaine fois. Si toi, tu sais déjà. Non, en fait, parce que peut-être, je t'ai fait lire ou pas un vieux truc que j'avais écrit alors que j'étais jeune, mais je sais pas si ça vaut la peine de le déterrer ou pas. Mais si, comme ça, tu verras si ça a mal vieilli. Certainement. Non, ce serait drôle. Je pense que oui, de lire une chronique similaire que j'ai écrite il y a bientôt 20 ans. Ok, moi je pense savoir de quoi je vais parler. D'accord. Eh bien, merci à toutes les auditrices et à tous les auditeurs. Merci tout le monde, merci Christian. Et puis on se retrouve le mois prochain pour pelleter des nuages. N'hésitez pas à faire des commentaires dans le Discord. Je m'excuse. Je sais que ça fait mauvaise chaîne YouTube, là, mais
Mais je suis curieux quand même de savoir ce que vous pensez de nos délires, donc sur le Discord du Point de Paul Gara, si ça vous intéresse. Merci beaucoup. Ok, j'ai cru d'aller demander qu'ils mettent 5 étoiles sur les plateformes de podcast. Non. Ou ok, voilà, non, ça va. Dire tout le mal que vous pensez. En fait, vous aimez ou pas, c'est pas tant, mais si ça vous provoque des réflexions, c'est là où je suis curieux. Ou si vous comprenez rien à ce qu'on raconte, ben aussi, il faudrait peut-être ajuster le texte que j'écris pour que ce soit plus compréhensible. Donc, je suis preneur de ce genre de commentaires. Merci beaucoup. Merci encore. Et puis, on se retrouve le mois prochain. Et puis, pour une autre émission qui ne sera pas Pelleté des nuages la semaine prochaine. Salut! Ciao! Cette émission, enregistrée à distance le 4 décembre 2025, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.